Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de votre fidélité à ce 5e atelier républicain que nous avons le plaisir d'organiser avec Elnet, European Leadership Network, et en association et étroite collaboration avec notre ami Gérard Rabinovitch, qui est d'une certaine manière notre directeur des études, et qui a conçu avec Sarah Pérez, que je vois en ligne et que je salue, ce programme des ateliers républicains. Nous en sommes à la 5e édition et nous sommes heureux de retrouver chaque mois maintenant un public fidèle et intéressé. Donc, juste pour vous rappeler, en juillet, notre atelier, le premier, était avec Brice Couturier et Thibault de Montbrial. Il était question de SOS Racisme à Black Lives Matter, l'antiracisme dévoyé. Le deuxième, en septembre, Jean-Pierre Aubin, Islamisme, est-il trop tard pour agir, sinon que faire? En octobre, avec Daniel Dayan, le rôle des médias dans la crise de la culture et de la civilisation. En novembre, le mois dernier, avec Jean-François Bronstein, vers la fin des universités occidentales, tout un programme. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour cette 5e édition le docteur Maurice Berger, avec qui nous allons parler des violences actuelles dans notre société, comment les comprendre et y faire face. Je ne vais pas répéter ce qui est écrit dans la note de présentation que vous avez certainement lue, et je laisse la parole avec beaucoup de plaisir à Gérard Rabinovitch, comme nous le faisons chaque fois, pour introduire le sujet, nous présenter notre intervenant, lui laisser la parole et écouter avec beaucoup d'intérêt ce que le docteur Maurice Berger aura à nous dire à propos de ce sujet qui est au cœur de l'actualité et évidemment de nos préoccupations, puisque chaque samedi maintenant, je crois depuis 70 samedis notamment, nous voyons la violence se déchaîner sur nos écrans, mais ce n'est pas uniquement de cette violence-là dont il sera question, mais pour en savoir plus, je laisse immédiatement la parole à Gérard. Merci beaucoup, Arié. Merci. Penser les crises civilisationnelles contemporaines, penser les crises du politique contemporain ne peut se faire en robe de chambre en guenilles, comme Heinrich Heine moquait la philosophie idéophile, tenter de boucher les trous des édifices du monde. Il faut aller au chevet, là où ça coince, ça grince, ça dérape, ou quelquefois aussi ça se répare. Là où les humains parlent, balbutient, sont muets de trauma ou d'absence de mots par anomie lexicale, par contrainte et empêchement de penser, ou bien s'expriment en cris, en coups verbaux, physiques, hétéro ou automutilants. Des connaissances remontent des expériences de terrain que se coltinent bien des cliniciens et beaucoup de ceux qui travaillent au plus près de l'ordinaire humain, de ses impasses, de ses désarrois, dans ses douleurs, ses folies ou ses fulgurances. Tout ce qui est agité en déshérence et délitement par le mortifère ou animé de poussées de vie. Comptons parmi ceux-là les infirmiers, les médecins, les policiers, les éducateurs, les juges et quelques autres encore, qui sont pourvus d'un savoir de terrain riche d'observations empiriques, de confrontation à des situations, des drames inesquivables, et qui éclairent ou qui demandent avec insistance des éclairages qui ne soient pas d'Orvietan. Toutes ces connaissances du front glissent sur les syntaxes des gens de médias comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et c'est le moment de redonner un poids à l'expression de plumitif. L'homme est un animal politique. L'homme est un animal parlant, consigne la raison venue d'Athènes. Un vivant parlant, un Chaim Medaber, dit l'éthique venue de Jérusalem. Allez écouter ce que les cliniciens et différents acteurs de terrain, comme ceux cités à l'instant, ce qu'ils font remonter de leur rencontre est une nécessité pour le moins. Si de surcroît, ce qu'ils observent avec humanité, c'est-à-dire avec empathie, responsabilité et sans préjugés ou préformatage idéalisé, si donc ce qu'ils observent a de plus en réalité et en densité pour eux que l'allégeance aux bienséances de la bien-pensance dominante, s'ils sont prêts au prix coûteux de ne pas faire chorus avec la majorité compacte, ce qui est un peu autre chose que les pouvoirs établis, alors cela devient une obligation. C'est dans ce besoin de défrichage
et de déchiffrage que j'ai rencontré le livre de Maurice Berger sur la violence gratuite en France, une analyse scandée de vignettes de cas en témoignage sur les adolescents hyperviolents. Une analyse, c'est-à-dire un ensemble d'interprétations qui dresse un tableau clinique aussi ahurissant qu'éclairant et interrogeant, et qui a comme évident mérite adjacent de se dégager de la torpeur du sociologisme en empêchement de penser aujourd'hui. Ce dont il nous entretient, c'est de l'autre jeunesse, pas celle dont Jean-François Bronstein nous a rendu raison lors de l'atelier précédent, en éclaireur de ce qui se tramait dans certaines populations étudiantes des universités occidentales, mais celle des quartiers qu'on dit sensibles par euphémisme et connivence. Ces deux jeunesses ne circulent pas dans les mêmes eaux narratives, n'ont pas les mêmes registres lexicaux, mais en acte, pour celle côtoyée dans son travail de clinicien par le docteur Maurice Berger, et en discours idéalisant, pour celles estudiantines en minorité active et intimidantes sur les campus, elles ne sont pas si éloignées, ou plutôt, on y entend une résonance qui ne peut être esquivée. Quelque chose se passe là, il faudra bâtir les instruments de penser cette consonance. Les adolescents hyperviolents tels que nous les décrit Maurice Berger sont carencés de processing et de métabolisation psychique et cognitive, d'enveloppes et de socles qui font émerger l'humain de l'homme au-delà de la viande pulsionnée. Phobie de l'autorité élaborante, écrasement des métaphores, absence de fantasmes, refus de penser, peur de penser, impulsivité sans dépliement temporel par-delà l'instantanéité sont quelques-uns des traits phénoménologiques constatés par ce clinicien et il va nous en parler. Maurice Berger va chercher leur linéament dans le nid familial, qui est dans beaucoup de cas tout sauf un nid, justement tant il est lui-même carencé. Premier croche-pied au sociologisme qui ramène tout à la ghettoisation comme paramétrage des causes. Deuxième croche-pied à ce sociologisme qui fait son exaspération polie, Maurice Berger discerne une socialisation aux paramètres claniques et ses avatars endogames, trouvant du côté de l'ethnologie un différentiel interprétatif plus apte à rendre raison des difficultés du montage transférentiel propre au travail thérapeutique auquel ont affaire les équipes psychoéducatives. Troisième croche-pied, il donne nom à ce point aveugle de la doxa en retard d'observation, ce qu'il appelle le trou des 11-13 ans, impensé de notre appareillage notionnel, mais qui fait l'inquiétude des penseurs militaires. Voilà une chose que l'angélisme contemporain veut ignorer, d'autant plus stigmatisant dans ses menaces inquisitoriales qu'il s'adosse d'un déni et qu'il préfère les nuées de l'autosatisfaction de salon. Pierre Etex disait au salon de l'autosatisfaction, il y avait beaucoup de monde. Il préfère donc les nuées de l'autosatisfaction aux pieds dans la glaise du réel. Ce que nous rapporte Maurice Berger peut être discuté, mais ne peut être esquivé. Beaucoup du matériel qu'il met à disposition de notre entendement suscite 1000 questions. Nous en ébaucherons quelques-unes, notamment sur l'interface et l'interaction entre psyché individuel cas par cas et culture et valeurs d'une époque en fonction de psyché collective. Maurice Berger est pédopsychiatre, psychanalyste, ex-professeur associé de psychologie de l'enfant. Il a dirigé le service de pédopsychiatrie à l'hôpital Bellevue à Saint-Étienne. Il travaille en centre éducatif renforcé, les CER, et enseigne à l'École nationale de la magistrature. Il a publié de très nombreux ouvrages relatifs à la question de l'enfance, de ses souffrances, de ses symptômes, mais aussi des politiques publiques en ce domaine. En plus de celui qui fait le motif de notre invitation aujourd'hui, mentionnons Soigner les enfants violents, traitement, prévention, enjeux, chez Duno en 2012. Voulons-nous des enfants barbares? Prévenir et traiter la violence extrême, chez le même éditeur en 2013. Ces enfants qu'on sacrifie,
réponse à la loi réformant la protection de l'enfance, toujours chez Duno en 2014, de l'incivilité au terrorisme, comprendre la violence sans l'excuser, chez Duno toujours en 2019. Écoutons-le en le remerciant d'avoir trouvé le temps de cette conférence. À vous. Merci beaucoup. Ça va le son comme ça? Très bien. Le son est bon, d'accord. Un chercheur n'aime pas se répéter. Donc, je pense dire un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le livre, que vous avez d'ailleurs bien résumé. Et je vais dégager le terrain en disant que les modèles de compréhension de la violence que je vais vous exposer n'excusent rien. On n'excuse jamais un acte violent. Parce que si on excuse, pour l'auteur de l'acte violent, c'est comme si on l'effaçait, comme si on effaçait les conséquences que cela a eues sur autrui. Et aussi, on prive le sujet violent d'un miroir qui lui montre la gravité de ce qu'il a fait. Donc, premier point, jamais d'excuses. Deuxième point, comme vous l'avez dit, l'origine de la violence gratuite, c'est-à-dire qui n'a pas pour but de voler, ne se trouve ni dans la précarité, ni dans la stigmatisation, ni dans la supposée ghettoisation dont on verra qu'elle est autosécrétée. Donc maintenant que j'ai très rapidement dégagé ces points de vue, j'ai eu l'idée de parler de trois axes. Le premier, c'est la définition de la violence, parce qu'on la donne peu. Le deuxième, c'est qu'est-ce que c'est qu'une victime, parce que c'est la grande oubliée dans je dirais, dans le monde politique, sociologique et médiatique, sauf quand il y a de très grosses choses, quand il y a un meurtre très spectaculaire, on en parle, mais c'est tout. Et le troisième point, c'est comment se construit la violence à partir de ce qui constitue un être humain, c'est-à-dire qu'un être humain est bio-psychosocial. Et comment ceci s'intrique en permanence. Et dès qu'on tient un discours déconnecté de ces trois points biopsychosociaux, à ce moment-là, on va vers de l'inefficacité ou de l'incompréhension. Alors tout d'abord, la définition de la violence, ça va s'articuler avec ce que vous avez dit, M. Rabinovitch, dans notre service qui était assez pointu théoriquement, etc. On a pris une définition très simple. C'est lorsque la parole ne fait plus tiers. C'est-à-dire, le but du travail éducatif, thérapeutique, c'est qu'un sujet parle au lieu de frapper quand il est débordé par ses émotions, ou s'il n'y arrive pas, qu'il s'éloigne au lieu de frapper. Je pense à trois phrases de Freud. Freud a dit qu'un des premiers progrès de l'humanité, c'est lorsque l'homme a lancé une insulte au lieu de jeter une pierre. Le deuxième point, c'est quand il écrit que l'enfer, ce serait le monde dirigé par des enfants de 4 ans. Là, il se trompe, c'est plutôt des enfants de 2 ans et demi, d'après ce qu'on sait maintenant. Mais voilà, l'idée y est. Et le troisième point, c'est quand il dit que le but de l'éducation, c'est d'aider un enfant à domestiquer ses pulsions. Vous remarquez le mot domestiquer en opposition à sauvage. Il y a les animaux domestiques, les animaux sauvages. Alors, cette absence de parole, de capacité d'utiliser la parole, a des conséquences énormes. Ce n'est pas de la théorie. Monsieur Bentolila en parlera très précisément puisqu'il a écrit à ce propos. C'est-à-dire que moins on a les mots pour parler de ce qu'on ressent, plus on va exprimer nos émotions par des gestes. Et ces gestes peuvent être violents. Les émotions sortiront à l'état brut. Nous avons un véritable déficit de mots chez les sujets violents. Au centre éducatif renforcé où je travaille, un des mots que j'entends le plus souvent quand je questionne pourquoi tu as frappé ou qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais en prison, quelque chose, c'est avec un haussement d'épaule normal. Donc, on arrive à creuser. Mais enfin, il y a d'abord normal, c'est-à-dire une incapacité de dire ce qu'on a ressenti. Et on a une étude tout à fait inquiétante, dont je parlerai à plusieurs reprises, celle faite par le professeur Bronsard,
financé quand même par la Direction générale de la protection judiciaire et de la jeunesse, Direction générale de la santé, Direction générale de la cohésion sociale, sur des mineurs admis en centre éducatif fermé. Donc, centre éducatif fermé, c'est un lieu de privation de liberté. 60% sont au-dessous du niveau intellectuel normal. Et ils ne sont pas nés comme ça. Cela signifie qu'ils ont vécu dans des milieux où ils ont perdu les potentialités de pensée qu'ils avaient à la naissance. Donc, ils n'ont pas de capacité d'abstraction, pas de capacité de jouer avec les mots. Comme je le dis souvent, je leur demande si tu gagnais 1 million au loto, tu peux rêver que si on rêve comme ça, qu'est-ce que tu imagines que tu ferais? On a tous eu cette rêverie. Hein. Et eux répondent à peu près systématiquement, votre question, elle ne tient pas debout. J'y penserai quand j'aurai le million devant moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de cette capacité de rêverie. Et c'est des jeunes qui sont très susceptibles, hein, qui n'ont aucun humour. Pour eux, le mot, c'est la chose. Alors, qu'est-ce que ça donne quand quelqu'un n'a pas n'a pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent? Tout d'abord, au niveau pédagogique, c'est une véritable catastrophe parce qu'on est tout le temps dans un registre inadapté. Les jeunes avec lesquels je travaille disent « mais moi je ne peux pas », vous savez, les apprentissages, c'est 3 semaines de stage et 1 semaine d'apprentissage théorique, enfin de cours. Et ils disent « mais moi je ne peux pas supporter la semaine d'apprentissage théorique, j'ai besoin de bouger et de toute manière, je ne peux apprendre que si on me montre les gestes ». Ce qui veut dire que la première prévention de cette violence dans les quartiers et à d'autres endroits, ça serait une pédagogie spécifique qui, même dès la maternelle, qui permette à ces sujets d'arriver à construire leur pensée. Le deuxième point, vous imaginez le budget qu'il faudrait et le nombre de pédagogues formés. Le deuxième point, c'est si les mots ne portent pas, si les mots ne font pas sens. À ce moment-là, pour un juge, il n'y a que les gestes. C'est pour cela que j'ai écrit que la violence se combat d'abord par la force. Alors, je nuance. Parmi les jeunes, 129 000 qui arrivent chaque année devant les juges des enfants, 65% sont très sensibles à la rencontre avec l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que pour eux, les mots portent. Et le travail éducatif peut avoir lieu et avoir un sens. Mais 35%, et il faut savoir qu'avant c'était 15%, maintenant c'est 35%, et c'est plus dans certains quartiers, sont insensibles à la rencontre avec un magistrat et à la parole du magistrat. Et ce sont eux qui vont faire les dégâts physiques, les dégâts corporels les plus importants. Je vous lis un extrait de l'entretien, le dernier entretien que j'ai eu cette semaine, non, la semaine dernière, avec un jeune, Ryan, qui a 16 ans. Donc, il me dit qu'il a rencontré un juge à 15 ans pour port d'armes blanches et un couteau, comme d'habitude. Je lui dis alors, il me dit, le magistrat a prononcé une admonestation et je m'en foutais, ça voulait dire que ce que j'avais fait n'était pas grave. Et puis, il commet une interminable suite de délits accompagnés de violences. La succession et la liste est telle qu'il ne se souvient pas de où il les a commis, ni ce qu'il a fait, ni quand. Donc, vous voyez aussi le trouble de la pensée. Et puis, récemment, à 16 ans, complètement ivre sur un scooter, il a foncé dans une rue piétonne à Paris. Il a failli tuer des gens. Je lui demande qu'est-ce que ça t'aurait fait si tu avais tué quelqu'un. Il me dit ben, rien du tout. Je reviendrai là-dessus. Sauf que ça m'aurait provoqué des ennuis. Donc, le juge des enfants le place dans notre centre éducatif renforcé et je lui demande qu'est-ce que ça t'aurait fait d'aller en prison avant de venir au CER. Il y a d'autres jeunes pour qui ça se passe comme ça. Tu penses que ça t'aurait permis de plus réfléchir? Et il me répond, je ne risque pas la prison, même si ce que je fais est grave. Est-ce que vous mesurez ce que signifie cette phrase? C'est-à-dire le sentiment d'impunité totale qui s'est développé chez ce jeune face au fait de n'avoir rencontré que des paroles. On remarque au passage l'absence d'empathie complète qui nous déstabilise. C'est-à-dire que nos outils
Nous, habituellement, c'est quand même la parole et c'est aussi chercher qu'un sujet s'identifie à l'autre, à ce qu'il lui a fait. Et on est privé de ces outils face à ces jeunes extrêmement violents. Je donne un autre exemple, brièvement, qui est dans mon livre cette fois. C'est un jeune qui a mis dans le coma quelqu'un dans le bus pour un supposé mauvais regard. Je lui demande pourquoi tu ne l'as pas tué. Et il me dit parce que mon copain m'a tiré par mon sweat en arrière. Et après, bon, on travaille. Alors, c'est intéressant parce que je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu frappes? Parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive à comprendre. Une fois que la violence est déchaînée, on peut plus rien comprendre. Et il me dit, j'ai vu mon père en face de moi, comme s'il était en face de moi. Il a pénétré dans mon corps. À ce moment-là, tout est devenu flou et j'ai frappé. Et ce jeune a vu des scènes de violence conjugale très petit pendant les 2 premières années de sa vie et on voit comment le mauvais regard et on a beaucoup de personnes qui sont poignardées et tuées pour des mauvais regards. Ça s'est passé à Lyon il y a 3 jours et ce mauvais regard, c'est le regard du père qui surgit tout d'un coup, qui est projeté dans le regard de l'autre. Je reviendrai dessus. Mais surtout, je demande à ce jeune qu'est-ce que tu penses, parce qu'il me dit, oh, j'en ai rien à foutre de ce que ça fait à ma victime, c'est la phrase classique. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses que ça aurait fait à la mère de ce jeune si tu l'avais tué? Et il me répond, oh, bon, elle aurait été un peu triste au début, mais elle n'allait quand même pas y penser tout le temps, ça serait ballot. Alors là, j'ai été obligé de lui faire répéter le mot, parce que je croyais que je n'ai pas voulu l'entendre. Donc, ça serait ballot, de toute manière, il serait mort un jour ou l'autre. Donc voilà, cette absence d'empathie, c'est un problème énorme. Le deuxième point, c'est la victime. Donc, moi, je suis médecin et j'ai fait exprès, en même temps que j'ai commencé à travailler avec les adolescents violents, de travailler dans un centre de réadaptation fonctionnelle pour adultes. Des gens qui ont eu des choses, qui ont été blessés, qui ont été mis dans le coma. Si bien que je vois les victimes. Et je pense qu'un énorme problème des personnes qui s'occupent des sujets violents, c'est qu'ils ne s'occupent pas des victimes en même temps. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Parce qu'il y a en chacun de nous, bon, c'est mon expression, un mini négationniste qui s'ignore. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'identifier à quelqu'un qui est tabassé, qui se fait casser un bras, qui se fait éventuellement violer. Donc, on refoule. Voilà. Sauf que ça s'est passé. Et ce que j'ai appris au contact de ces victimes, d'abord, ça m'évite moi-même d'effacer, parce que je suis aussi tenté d'effacer la gravité, mais ça m'a appris ce que c'était que les séquelles. D'abord, en particulier, on lit telle personne a été assommée. Non, non, assommer, c'est pas mettre quelqu'un dans les pommes. Assommer, ça veut dire qu'on a mis cette personne dans le coma. Les jeunes disent ramollir. Ramollir, c'est-à-dire frapper sa tête jusqu'à ce que son cerveau n'envoie plus la moindre commande au niveau des muscles. Donc, il devient tout mou. Et quand quelqu'un a été assommé, il y a des milliers et des milliers de neurones qui sont lésés, en particulier les axones, les filaments qui relient les neurones entre eux. Et on a des séquelles qui peuvent être irréversibles. Des gens qui ont été, comme on dit, assommés, mais qui ne pourront plus jamais travailler, qui vont avoir un caractère complètement transformé. Et c'est important de voir les victimes parce qu'elles me parlent des jugements, je leur demande. Et là, on arrive devant des légèretés au niveau des peines complètement disproportionnées avec la gravité, les séquelles définitives. Alors ça nous questionne au niveau société. En particulier, il y a un article de loi extraordinaire, c'est l'article de loi R625-1 du Code pénal, qui indique que quand quelqu'un subit une violence telle qu'il a une ITT, incapacité temporaire de travail pendant 8 jours. Une ITT, ça veut dire que quelqu'un éprouve une gêne importante, durable, dans tous les gestes de la vie quotidienne. Donc, si vous êtes incapable pendant 8 jours, ça veut dire que vous avez vraiment été frappé. Eh bien, une personne qui a subi une ITT de 8 jours ou moins, l'auteur est condamné uniquement parce que c'est une contravention de 5e catégorie. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir frappé quelqu'un du service public ou un enfant de moins de 15 ans
ou des violences conjugales, il n'y a pas de peine de prison pour frapper quelqu'un de manière très importante. Si vous êtes assommé et que vous ne pouvez pas bouger pendant 8 jours, ne pas aller au travail, votre agresseur n'aura aucune peine de prison. C'est important parce que cela signifie qu'il y a une sorte de collusion entre le législateur, c'est-à-dire nos députés, l'Assemblée nationale, et l'agresseur pour considérer que l'intégrité physique, l'atteinte à l'intégrité physique, bon, ben, ma foi, c'est pas si important que ça. Vous comprenez pourquoi ça devient important de garder la victime à l'esprit. Et puis, le troisième point, qui sera mon dernier point, c'est comment nous sommes des êtres biopsychosociaux. Bio, ça veut dire qu'il y a une animalité en nous. Hein, c'est quand Freud dit comment va-t-on domestiquer ces pulsions qui sont en nous. Mais le bio se situe à d'autres niveaux. Tout d'abord, nous naissons du verbe naître avec un tempérament. Et il suffit pour ceux d'entre vous qui ont eu 2 enfants de se rappeler comment nos bébés, dès les premières heures de leur vie, avaient un tempérament différent. Ils n'avaient pas la même personnalité, littéralement. Alors, on peut naître avec une impulsivité plus difficile à contenir, des bébés qui crient plus, qui s'énervent plus, qui ont une force pulsionnelle plus importante. Et ce qui va déterminer la suite, c'est quel environnement ils vont rencontrer. Est-ce que cela va être des parents apaisants, des parents calmants? Le dispositif le plus élaboré qu'on ait pour apaiser un enfant, c'est le câlin. On n'a encore rien trouvé de mieux. Donc, qui vont être de ne pas être déstabilisés par un tempérament qui a une certaine violence en lui. Ou est-ce que cet enfant qui a ce tempérament-là va tomber sur des parents qui vont s'énerver très vite, répondre par de la violence, éventuellement frapper ou mettre l'enfant dans un coin, ne pas supporter. Donc, on voit comment le biologique entre en interaction immédiatement avec le familial. On dit, oui, bon. Le deuxième point du biologique, c'est les fulgurances à l'adolescence. À l'adolescence, la rapidité de l'influx nerveux passe de 1 mètre par seconde avant 10 ans à 100 mètres par seconde. C'est les fulgurances. Les adolescents peuvent, nous avons tous pu faire des conneries à l'adolescence. Sauf que là, ces conneries prennent une dimension beaucoup plus importante quand il n'y a pas eu tout un travail éducatif fait avant l'adolescence et qui permet de contenir ces fulgurances. Donc, ça va être des grosses bêtises, mais en principe, ça ne va pas aller vers de la violence corporelle sur autrui. Donc, là encore, on voit que la fulgurance, elle est là. Mais, et alors, le dispositif freinateur, je vous le dis, il se met en place seulement entre 20 et 25 ans. C'est au niveau du système préfrontal. Et pendant tout ce temps-là, il y a cette fragilité comportementale. Le troisième point biologique, c'est ce qu'on appelle un système au centre du cerveau, le système limbique, mais surtout, c'est la zone du stress. Et nous avons, là où je travaille, 80% des jeunes extrêmement violents ont été exposés à des scènes de violence conjugale pendant les 2 premières années de leur vie. Et à ce moment-là, justement, on n'a pas la parole. Donc, un bébé, un enfant petit ne peut pas mettre de mots sur ce qu'il ressent. Et les images, les bruits, les gestes, les regards sont intériorisés, fixés à l'état brut dans certaines zones du cerveau. C'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire que ces sujets sont victimes de stress post-traumatique qui est bien intégré. Et ça renvoie aux jeunes qui, dès qu'ils voient un regard qu'ils supposent mauvais, ce qui surgit, c'est comme les personnes du Bataclan. Quand elles entendent un bruit fort, ça leur rappelle ce qu'elles ont subi. Et là, ce regard, il est projeté dessus le regard du père, et donc ces jeunes se transforment littéralement en leur père. Et donc, vous voyez comment là encore, c'est l'environnement familial qui va jouer. L'autre aspect, ah oui, je vais quand même dire quelque chose d'important. Les scènes de violence conjugale
sont beaucoup plus fréquentes pour des individus qui appartiennent à une culture qui inclut l'inégalité homme-femme. Ça, c'est les scènes de violence conjugale existent dans tous les milieux, mais beaucoup plus quand il y a une inégalité culturelle homme-femme. Le deuxième axe, c'est l'axe psychologique, psychosocial. Donc, M. Rabinovitch l'a dit, c'est la dimension de violence, la dimension de carence, qui est un mot qui est trop gentil. Gentil, parce que ce qu'on appelle carence, c'est quand on ne parle pas à un enfant, qu'on ne le regarde pas, qu'on ne lui sourit pas, qu'on ne le porte pas et surtout qu'on ne joue pas avec lui. Or, le jeu, c'est l'aliment de la croissance psychique, parce que c'est ce qui nous permet de jouer avec l'agressivité, sans faire mal pour de vrai, et c'est ce qui nous permet d'apprendre à faire semblant, à faire comme si. Et les jeunes que je vois, quand ils mettent le feu à un bus, c'était pour s'amuser. Quand je leur demande pourquoi tu as brûlé cette école, on s'ennuyait. Alors on a mis le feu, littéralement. Et les deux principaux jeux, c'est le plaisir de détruire, qui est un des jeux les plus primitifs qui soit, et le plaisir du gendarme et du voleur, c'est-à-dire tendre un guet-apens. Et alors on dit, alors après, les violences policières, etc., etc. Mais moi, j'ai vu les choses avant tout cela. Et je peux vous dire que le jeu, c'était de faire venir des personnes uniquement pour le plaisir de se faire courir après et de… Voilà, c'est quelque chose de très, très sommaire. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je ne veux pas être trop long. Et je vais parler du troisième point, qui est la dimension biopsychosociale, qui est la dimension sociale. Évidemment, le pivot, c'est la famille, puisque c'est la famille qui donne les soins corporels au début. Donc, ça peut être la négligence, ça peut être la famille qui peut être extrêmement stressante avec les scènes de violence. Ces jeunes peuvent aussi être tapés. Je vais quand même vous donner, pour que vous mesuriez, un exemple de la trace que laissent les scènes de violence conjugale. C'est un jeune qui n'arrive pas à dormir le soir au CER. Alors moi, je pense que c'est parce que, comme beaucoup, il est sevré brutalement en cannabis. Il n'y a pas de cannabis au CER. Et il me dit, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est parce que tous les soirs, comme je n'ai pas d'activité dans la journée j'ai des activités, le soir je n'en ai pas, donc j'ai des pensées qui arrivent. Et ce qui arrive, ce n'est pas de la rêverie, c'est l'image de son père ayant mis le couteau sous la gorge de sa mère et sa mère le tient dans les bras. Et la mère ne peut pas sortir parce que le père a fermé la porte à clé. Donc il dit voilà ce qui revient. Donc on a là cette image qui est présente. Et il dit mais quand je ne suis pas au CER, j'arrive à dormir. J'arrive à dormir parce que je téléphone à ma copine et elle a une voix douce et c'est comme si cela tirait un volet devant la scène traumatique. Il a 16 ans. Alors, le troisième point, c'est le social. Et évidemment, c'est la famille qui va être là au niveau précoce, le bio, et qui va transmettre les valeurs, quelles qu'elles soient, du groupe social. Là où on a le plus de violence, c'est dans les familles à fonctionnement clanique. Donc, c'est essentiellement les gens du voyage, c'est les familles les plus violentes que nous connaissions. Cela peut être dans l'Afrique du Nord, le Sahel, le Kosovo. Ça peut être une famille de bijoutiers du Genevois, par exemple, j'ai vu ça aussi. Voilà. Mais c'est quand, dans ces systèmes claniques, un clan, c'est un corps. C'est-à-dire que la famille est un corps, avec souvent un patriarche ou une matriarche, une sorte de Madalton d'habitude. Et ce corps, si un membre s'en éloigne psychiquement ou physiquement, le clan se vit comme amputé d'un membre. Donc, le but d'un clan n'est pas qu'un sujet se construise une pensée personnelle. C'est-à-dire que nous, en principe, notre modèle occidental, si on peut dire, de l'éducation, c'est d'avoir des enfants
qui, tout en gardant des relations avec leur famille d'origine, heureusement, développent une pensée personnelle et s'éloignent du milieu familial, aient leur propre appartement et aient leur propre projet de vie. Quand on est dans une famille clanique, le but, ce n'est pas que le sujet s'éloigne, ce n'est pas qu'il développe une pensée personnelle, au contraire. Par exemple, au CER, 50% des jeunes ont comme projet à l'âge adulte de rester vivre chez leur mère ou de vivre dans l'appartement à côté. Quand je leur dis et si tu te maries, bon, on vivra chez mes parents. Et je dis, et si ta femme a envie d'avoir un peu plus d'intimité, que vous ayez votre appartement à vous, ben, il y a un jeune qui me répond, elle dégage. Donc, on voit bien la force du système clanique. Mais si on ne va pas travailler avec ces familles, on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour cela que, donc, c'est pour cela que il n'y a pas de ghettoisation. Ce que j'observe, c'est que la ghettoisation est auto-sécrétée. C'est-à-dire que ces sujets ne parviennent pas psychiquement à s'éloigner de leur territoire et de leur famille. Donc, vous comprenez l'erreur monumentale d'analyse qui est faite. Alors, la précarité, je vous l'ai dit, on peut donner 2 000 € par mois au début de chaque mois à ces familles. Ce n'est pas pour autant qu'il y aura moins de scènes de violence conjugale, qu'il y aura moins de carences affectives et qu'un clan cessera d'être un clan. Et de même, au niveau ghettoisation, ce n'est pas la politique de la ville qui diminuera cette emprise clanique qui est extrêmement importante. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que les clans ont un code interne qui passe avant les lois de la République, et en particulier le code de l'honneur de la famille, et aussi quelque chose de compliqué quand on n'a pas travaillé avec ces familles, une dimension groupale. Le sujet ne se définit pas comme moi, un tel, moi, monsieur X, il se définit comme un membre du groupe. C'est-à-dire que si vous avez un différend, au lieu de discuter et que ça passe par la parole, la personne en face de vous, ça peut être un problème d'accrochage de voiture ou de place de parking ou ce qu'on peut imaginer, la personne ne va pas discuter avec vous de personne à personne, ça va être mes frères vont venir te tuer. C'est-à-dire que le sujet rameute son groupe interne pour venir, sa groupalité interne et son groupe externe, au lieu de discuter d'individu à individu. Et quand on commence à creuser ça, j'ai certains jeunes qui me disent « mais vous ne pouvez pas comprendre, on n'est pas fait comme vous ». Et ça veut dire vous, c'est-à-dire c'est pas vous, monsieur Berger, c'est vous comme système familial différent, vous ne pouvez pas comprendre. Donc je ne vais pas, je crois que j'ai atteint ma demi-heure à peu près, et ce que je dis là, ça ne doit pas être nous incliner au pessimisme. Moi, je crois que plus on comprend, plus on peut donner aux politiques. Alors, je vous précise que je ne rêve pas, hein, mais plus on peut donner aux politiques des outils de compréhension. J'ai aussi, je me rends compte, oublié de vous dire qu'il est évident que si la parole du juge ne marche pas, il va falloir mettre d'autres dispositifs, des dispositifs contenant de la violence en place, et nous avons des sujets qui ne commencent à penser que quand ils sont contenus, dans des espaces contenus, parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent plus frapper, mais mettre un sujet violent dans un dispositif contenant ne présente d'intérêt que si on lui propose en même temps une écoute intensive de ses émotions. Si c'est mettre quelqu'un en prison comme ça, il en sortira comme sorti d'un congélateur, il n'aura changé à rien. L'intérêt d'empêcher l'acte, c'est d'écouter ce qui surgit à ce moment. Donc voilà, vous vous rendez compte de l'ampleur des questions qui apparaissent quand on commence à réfléchir et à s'occuper des sujets violents, des questions comme comment avons-nous fait pour intérioriser, pour mettre en nous le fait que c'est une bonne chose d'obéir. Ce n'est pas du tout évident, que c'est une bonne chose de se soumettre
aux règles collectives. Pour nous, ça paraît tellement évident qu'on ne se demande pas comment on a fait. Mais il y a tellement de personnes pour qui c'est insupportable que voilà, il faut se questionner. Une autre question, comment avons-nous fait pour développer un minimum d'empathie envers autrui? C'est des questions qu'on ne s'est jamais posées finalement, etc., etc. Bon, j'ai dit beaucoup de choses et je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Merci. Arié, tu veux intervenir? J'ai évidemment 1,5 milliard de questions à poser à Maurice Berger, donc on ne pourra pas toutes les poser. Peut-être avoir une vision globale de l'état de la violence dans notre société. Je le disais en préambule lorsque nous avons ouvert cet atelier, il semblerait, mais c'est peut-être un effet grossissant de l'information telle qu'elle nous est transmise et de l'effet des médias en continu qui tournent en boucle sur la violence médiatisée dans notre société. Est-ce que la violence, est-ce que nous vivons dans une société qui est plus violente que les sociétés qui ont précédé, ou est-ce que c'était plus violent avant, moins violent aujourd'hui, plus violent aujourd'hui? Et comment on peut mesurer finalement cette violence et quel est l'impact justement de ce miroir grossissant que sont les médias sur l'incitation à la violence? Est-ce que vous êtes capable de mesurer ce genre de phénomène? Je peux répondre seulement partiellement. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a plus de violence? Bon, vous connaissez les débats, etc., etc. On a un indicateur clair qui est le taux d'homicide. On considère que c'est un très bon indicateur. Nous avons, en 2019, plus d'homicides qu'en 2015-2016, plus d'homicides que l'année où il y a eu les 129 morts du Bataclan, et plus d'homicides que l'année où il y a eu, je crois, les 89 morts de Nice, enfin un chiffre à peu près comme ça. Donc, il y a, pour les criminologues, une augmentation des homicides, ce qui signifie qu'un des acquis, c'est ce que dit Alain Bauer et Christophe Soulier, un des acquis fondamentaux, la liberté de vivre, est moins établi. Et moi, je dirais qu'il y a de plus en plus de litiges que l'on règle en éliminant ce qui gêne, c'est-à-dire le gêneur. Donc ça, c'est un vrai problème. Au point de vue quantité, il y a un débat là-dessus. Il faut savoir, bon, on est à une violence gratuite toutes les 44 secondes. Il faut savoir que ces violences gratuites ne bougent pas tellement au niveau des mineurs. Au niveau des majeurs, elles bougent. Mais ça dépend des endroits. À Paris, ça a augmenté de 30%, 2017-2019. À Bordeaux, de 100%. Quand même les violences des mineurs, à d'autres endroits, c'est stable. Ça peut même diminuer un peu. Mais ces violences, pour reprendre votre question, n'intègrent pas toutes les violences qui ont lieu au cours des manifestations, au cours des émeutes. Donc ça, c'est un chiffre qui nous manque. Vous n'avez pas dedans le nombre de policiers blessés, etc., etc. Si bien qu'on a seulement les violences des enquêtes de victimation faites par l'INSEE sur 22 000 personnes, etc. Par contre, ce que soulignent tous les magistrats, c'est que la nature de la violence a changé. Et ça, on le voit très bien. C'est pour ça que la loi de 45 sur la jeunesse délinquante est complètement obsolète, parce qu'on n'est plus devant la même violence. Et en particulier, moi, les 3/4 des jeunes, quand ils sortent en permission du centre éducatif renforcé, ont un couteau sur eux, parce qu'on ne sait jamais. Ce qui veut dire qu'ils n'excluent pas la possibilité de s'en servir. On a une violence qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'avant, une fois qu'on avait mis quelqu'un au sol, eh bien, on l'avait humilié, il avait compris la leçon. Maintenant, on continue à frapper avec des dégâts terribles que je vous ai décrits. Ça n'existait pas avant. On a des violences que j'appelle proactives. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait y avoir un échange qui tournait mal et en réaction, la violence apparaissait. Les violences proactives consistent à provoquer la violence. C'est-à-dire demander une cigarette à quelqu'un ou, il y a mieux, il y a un couple, s'en prendre à la fille, à la jeune fille. Donc le garçon est obligé d'intervenir et à ce moment-là, quoi, tu nous cherches, tu es en train de nous chercher et à ce moment-là, tout est permis comme déluge de coups. Et puis, il y a enfin les violences en meute qu'on ne connaissait pas auparavant, qui n'ont rien à voir avec les blousons noirs de notre époque.
et qui sont des violences pratiquement tribales. C'est le cas des populations, de certains, parce que ce que je dis n'est jamais vrai à 100%. Hein. Heureusement, il n'y a qu'une toute petite partie des personnes issues de l'immigration qui fonctionnent comme ça, mais elles peuvent faire des dégâts. Et on a, par exemple, au niveau de certains groupes sahéliens, il y a une frontière invisible à Paris entre deux arrondissements. Et si quelqu'un d'un autre arrondissement, originaire aussi d'Afrique noire, a le malheur de pénétrer, tout de suite par GPS, il est localisé et on en est à 10 morts pour franchissement involontaire de la frontière invisible. C'est-à-dire c'est une notion de territoire. Donc on a comme ça une multitude de formes de violence qu'on ne connaissait pas auparavant et qui sont vraiment très, très dangereuses. Enfin voilà, je n'ai pas répondu. Alors, est-ce qu'il y a une exemplarité de voir les médias parler de cela? Moi, je pense que l'exemplarité, elle est au niveau de l'impunité. C'est-à-dire, je vous assure que les jugements que je vois passer des personnes agressées gratuitement, qui ne pourront plus jamais retravailler de leur vie, et l'agresseur qui n'a rien, ou 6 mois avec sursis, et on se dit, mais on a envie de dire, mais allez-y les gars, vous risquez pas grand-chose. Donc là, oui, je crois que c'est à ce niveau-là que ça joue plus. Voilà ce que je réponds à Alors, cette question. merci, merci, docteur Berger. L'avantage et le principe des ateliers républicains, c'est que nous sommes en petit comité. Donc, s'il y a parmi les personnes qui sont avec nous sur le Zoom, quelqu'un qui veut poser une question, vous pouvez le faire soit par le chat box en écrivant votre question, soit en demandant de prendre la parole et de poser directement votre question à Maurice Berger. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Donc, si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Je voudrais faire un petit ajout. Le centre éducatif renforcé où je travaille est, voilà pourquoi j'ai accepté de travailler avec. Le directeur, Abdelhamid Omedour, est donc franco-algérien, et donc il amène ces jeunes, il amenait, maintenant c'est plus compliqué, au Maroc en même temps restaurer, en même temps des mosquées et des synagogues. C'est une forme d'en même temps qui est assez rare avec des jeunes du genre 9-3, vous voyez. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et l'équipe est constituée à plus de 80% d'éducateurs qui viennent des quartiers sensibles et qui, eux, ont intégré les valeurs de la République. Et ce que ça montre bien, c'est qu'on est du verbe naître d'abord dans une famille avant de naître dans un quartier. Et je trouve que c'est vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de travailler avec cette équipe. Très bien. Gérard? Oui, moi, ce que Maurice Berger n'a pas eu l'occasion de développer parce que le temps est court et il a choisi de souligner ces 3 points. Il y en a certains sur lesquels je ne peux pas me prononcer parce que je n'en ai pas les compétences, je ne peux qu'en être un auditeur, genre la part du biologique ou la part du psychique dans la constitution d'un individu. Évidemment que quand j'ai entendu les questions d'impulsivité à la naissance, j'ai pensé plutôt à ce qui est l'ordre de mes lectures, par exemple les œuvres de Mélanie Klein sur la prime enfance et le nourrisson, plus que sur des données de biologie ou de neurosciences. Mais pas donc là-dedans, je ne me contente que d'écouter, d'apprendre et puis d'entendre éventuellement d'autres intervenants, psychologues, psychanalystes ou psychiatres qui abondent ou au contraire peuvent contredire ce que dit Maurice Berger. Moi, ce que je trouve tout à fait intéressant dans son travail, c'est d'abord de mettre le doigt dessus sur des choses qu'on ne veut pas savoir. Et en lisant son ouvrage, je l'ai vu lever une pierre que la bonne conscience morale ne veut pas lever. Et je trouvais que en osant aborder et tenter des hypothèses comme celle du clan, qui me paraît être une chose à suivre, une mentalité, une socialisation de type clanique, c'était le rejet qu'il y en avait pouvait très bien ressembler avec la façon dont Freud était rejeté quand il a commencé à parler de la sexualité infantile et des enfants. Même insupportable pour la bonne conscience morale et
et on l'accusait de pansexualisme, Freud, on accusera peut-être Maurice Berger, on l'accuse d'avoir des préjugés ethniques et évidemment colonialistes, peut-être, comme on l'entend dire du côté des étudiants dont Jean-François Bronstein nous parlait. Il faut rappeler deux choses. Quand il parle de la victime, il y a quelque chose qu'on oublie. On oublie deux choses. On oublie le rôle de l'État dans la société démocratique et moderne, normalement tel que Spinoza et Hobbes l'ont posé. C'est quand même d'être un garant de la sécurité des gens. C'est sa première mission à l'État, je veux dire. Et la deuxième chose, et j'ai vu que s'affichait le nom de Muriel Fabre-Magnan, j'en profite pour la saluer. Je ne la connais pas, mais je la connais par un livre qu'une amie commune, Monette Vaquin, m'a indiqué la nécessité de lecture, et j'en refais l'écho à mon tour. C'est un livre qui s'appelle L'Institution de la liberté, et qui pose la question, justement, l'institution de la liberté, c'est on ne peut pas avoir de liberté sans en même temps des interdits structurants et des interdits libérants, en fait. Ce n'est pas l'absence d'interdits qui donne la liberté. C'est des interdits structurants et élevant et permettant l'élaboration et la métabolisation de l'être. Or, une des choses dont, et c'est ce que j'essayais d'évoquer au commencement, une des choses que j'observais et que j'entendais dans l'ouvrage que je découvrais de Maurice Berger, c'était à la fois ce que l'angélisme global ne veut pas savoir. Il y a une espèce de fond de l'air, mais l'air, il faudrait l'écrire E accent grave RE, un fond de l'air qui diffuse des paramètres de culture qui sont toujours, ces paramètres de culture, c'est toujours des consignations éthiques et qui font non seulement déni des réalités observées et rapportées par Maurice Berger, mais qui aussi font écho. C'est-à-dire qu'on a des idéalités et on a des choses que Bronstein aussi dont il nous parle, qui sont dans la culture, comme s'il se travaillait dans la culture quelque chose qui est intrinsèque dans la constitution ou l'inconstitution psychique des individus dont nous parle Maurice Berger. Et c'est là qu'il y a un vrai travail à faire. Et ce que je trouvais, par rapport à la question du clan aussi, je trouvais que Ernst Bloch, qui était un philosophe marxiste, qui a fait une espèce de chronique qui s'appelait Héritage de ce temps, une chronique de la montée du nazisme en Allemagne, il observait combien il y avait une espèce d'hétérochronie entre la mentalité paysanne qui s'installait dans les villes et qui a été la base de population et d'électorat du mouvement nazi, des gens qui arrivaient là à la ville pour une première génération, et puis ce que lui appelle une culture clanique qu'il voit précisément, on imagine et on l'entend dans une population immigrée qui arrive à la ville aussi, à la ville moderne, à la ville occidentale, et bien ce télescopage-là, c'est pas rien, c'est un télescopage aussi de mentalité. Et si on veut pas le penser, si on veut pas le savoir, si on veut, non pas pour exclure, non pas pour opprimer, mais au contraire pour élaborer des mécanismes qui sont des mécanismes de déliaison et de construction, eh bien, on ne fera que nourrir et alimenter le pire qui peut venir de ces constitutions-là. Oui, mais très brièvement, vous soulevez un très gros problème, c'est comment se construisent les interdits. Et nous sommes entrés dans une culture où il y a une confusion complète entre autorité et autoritarisme, entre autorité et excès d'autorité. Et il y a des interdits structurants, il peut y avoir des interdits tyranniques, et il est beaucoup plus
facile d'assouplir des interdits structurants que de les rétablir. Une fois qu'on a lâché, le chemin inverse est très très compliqué et en particulier, il y a toute une mentalité bien pensante qui tourne toute tentative de reproposer des interdits structurants qui tournent cela en dérision. De diverses manières, et ou aussi être traité de fachosphère. Et les interdits, c'est trois niveaux, je dis très brièvement, c'est ce que les parents transmettent, de ce qu'ils ont reçu de leurs propres parents, et ce qu'ils ont trouvé bon comme interdit, mais il y a aussi ce que le groupe transmet. Et actuellement, les groupes en général ne sont plus porteurs d'interdits. La groupalité autour de nous, tout est permis, etc., comme vous l'avez dit. Si bien que les parents, comment dire, pour interdire, il faut avoir une estime de soi suffisamment bonne, c'est-à-dire être capable de ne pas être aimé par son enfant. Lui dire non, je ne suis pas d'accord pour que tu fais ça, non, c'est non. Donc pendant un moment, on n'est pas aimé. Et ça, quand on n'y arrive pas, on peut dire mais regarde ce que les autres vont en penser, tu me fais honte. Sauf que maintenant, il n'y a plus de honte structurale groupale. Donc beaucoup de parents n'ont plus d'appui à l'intérieur d'eux pour le faire. Et puis encore d'autres couches. Mais vous voyez que c'est compliqué. Poser un interdit structurant, c'est très compliqué. Mais c'est surtout que ni dans les familles, ni vous-même, peut-être comme éducateur, ne vous sentez soutenu et pouvez vous adosser sur des valeurs collectives qui font enveloppe et substitut en même temps. Je veux dire, quand vous parlez des pères, il y a les pères tyranniques que vous avez évoqués, gens qui tabassent leurs femmes, et puis il y a les pères défaillants, les pères absents ou les pères délinquants. Que vous évoquez, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas dans la vraie fonction paternelle. Mais au niveau simplement des représentants de l'État, il y a un certain nombre de mineurs violents dont nous ne pouvons pas les aider tant que le juge n'aura pas prononcé une sanction matérialisée et qui ne passe pas que par la parole. Et voilà. Donc, quand vous parlez de l'État, la violence d'État, qui est aussi celle que le juge peut manifester, on sait que là, on est démunis. J'ai été, bon, tout ce que vous dites m'inciterait à faire quelques réflexions, notamment sur la question des interdits structurants et tyranniques, comment faire la différence et est-ce que les sociétés dans lesquelles nous vivons ne sont pas justement des sociétés où il est devenu quasiment interdit d'interdire, c'était le vieux slogan de 1969 et 68, et de finalement, on est dans une société qui permet tout ce qui a été interdit et il n'y a plus d'interdits structurants. J'ai l'impression en tout cas que les dernières survivantes de ces interdits-là sont en train de disparaître et nos sociétés ultralibérales visent à les gommer au fur et à mesure au nom d'une certaine vision bien pensante de la société. Mais ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est ce que vous avez dit à propos de la ghettoisation. Et c'est vrai que dans le discours politique, on a beaucoup entendu l'idée il faut casser les ghettos. Or, ce que vous nous dites, docteur Berger, c'est que les ghettos sont auto-sécrétés par ceux-là même qui ont une vision clanique qui les amène à reconstituer, quel que soit le ghetto. Donc ça, c'est une notion qui est très importante parce que ça vient donner le contre-pied d'une certaine manière à une pensée politique que l'on a souvent entendue, notamment au travers de toutes les missions qui ont été plus ou moins heureuses sur les politiques de la ville. Il faut casser le ghetto. Donc ce que vous dites, le ghetto, finalement, il vit en chacune des personnes qui le sécrètent et que l'idée qui consisterait à le casser n'a pas de valeur. Mais moi, je voulais vous interroger sur les phénomènes claniques. Nous avons connu cette année un phénomène particulièrement expressif de ce point de vue-là, c'est l'affaire Adama Traoré et le comité qui en découle. C'est quand même assez incroyable de voir que là, nous avons un clan, le clan Traoré, qui a un pédigré juste incroyable, dans pédigré néfaste, malheureusement, dans la violence, le crime, et qui, d'une certaine manière, est toujours porté au nu. Et d'ailleurs, la sœur Traoré fait la une de News Magazine. C'est juste impensable. Comment vous expliquez que cette glorification, finalement, de la violence au nom de cette mauvaise appréciation de ce que sont véritablement les victimes? C'est ce que j'appelle remettre la honte à sa place. Bon, les éducateurs avec lesquels je parle disent la harchouma. C'est-à-dire que nous avons, c'est Dodds, un ethnologue qui a décrit cela, nous avons d'un côté
et ce que je dis est caricatural, hein, parce que, bon, c'est certainement pas vrai à 100%, mais en tout cas, dans les clans, uniquement dans les clans, nous avons une culture de l'honneur et donc une culture de la honte. Donc, on ne peut pas reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas bien, c'est forcément de la faute d'autrui. Et ceci se produit dans ce que Dodd s'appelle les civilisations de la culpabilité. Donc, c'est shame et guilt, les deux sortes de groupes. Dans les civilisations de la culpabilité, les nôtres, nous sommes enclins, très vite, à considérer que c'est de notre faute et à considérer l'autre comme une victime. Et voilà, c'est ainsi. Or, ce qu'ont très bien compris les cultures de l'honneur, c'est que plus elles se présentent comme victimes, même si elles ont fait des actes très graves, plus nous allons nous désigner comme coupables. Et c'est ce cercle vicieux qui s'est très vite installé, si bien que quand un jeune alors, qu'est-ce que ça fait de nous quand nous nous désignons comme coupables? Nous passons notre temps à nous désigner comme victimes. Eh bien, ce que l'a fait, c'est que nous sommes tout simplement méprisés. Plus nous nous désignons comme victimes, plus nous désignons comme coupables, plus nous sommes méprisés par les cultures de l'honneur. Voilà. Et je voulais ajouter quelque chose que j'ai oublié. Enfin, j'ai écrit un petit article là-dessus. Oui, quand un jeune en scooter, volé, en excès de vitesse, percute un poteau sans casque, parce que mettre un casque, ça veut dire qu'on est encore un petit et qu'il ne faut pas mettre de casque quand on est grand, et qu'il se tue, il ne s'est pas tué accidentellement par imprudence. Dans le quartier, il a été tué, forcément. C'est ça la culture de la victime. Et nous, on va essayer de voir est-ce que c'est nous qui sommes coupables, etc., etc. Voilà ce qui est le clan Traoré est extrêmement au point avec toutes les méthodes de communication pour se présenter comme victime. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est les victimes réelles. Voilà. Donc, je crois qu'il faut absolument, le jour où un homme politique, alors là, c'est la partie Maurice Berger délire, le jour où un homme politique dira « Non, mais vous n'avez pas honte », vous n'avez pas honte, vous êtes dans un pays où l'école est gratuite, les soins sont gratuits, etc., etc. Vous vous présentez comme victime. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, c'est en plus compliqué par la question des origines. C'est-à-dire que les personnes qui sont issues de l'immigration, si elles sont venues dans notre pays, c'est parce que leur pays ne les nourrissait pas, parce qu'il y avait de la corruption, parce que c'était des pays où il y avait de la violence, où il n'y avait pas de démocratie. Sinon, elles y seraient restées. Mais accepter qu'il y ait du bon du pays où elles sont, cela souligne ce qu'il n'y avait pas au niveau de leurs origines. Et ça n'est pas acceptable de le prendre tel quel. Il faut le dénigrer, il faut l'attaquer. Donc vous voyez que cette problématique, victime, se désigner comme victime et nous désigner comme des méchants, alors au choix racistes, machin, etc., c'est quelque chose qui doit être démonté. En tout cas, moi, je n'ai pas honte de ne pas avoir honte. On ne t'entend pas, Arié. Pardon. Ça pourrait presque être le mot de la fin, docteur Berger. Et c'est vrai que cette idéologie victimaire qui s'est emparée de nos sociétés est extrêmement perturbante parce que finalement, nous sommes dans cette inversion de valeurs où les coupables se parent des oripeaux de la victime et que nous-mêmes, qui serions les victimes de ces bourreaux-là, nous devenons nous-mêmes les bourreaux alors que nous sommes les victimes. Et cette inversion des valeurs est un phénomène dont je ne sais trop comment on pourrait arriver à l'inverser quand on voit notamment ce qui se passe aux États-Unis avec le triomphe de cette idéologie victimaire qui s'accompagne de la culture de l'excuse permanente vis-à-vis de ceux qui sont devenus quasiment intouchables. Est-ce que, et peut-être le mot de la conclusion pour Gérard et pour vous-même, docteur Berger,
est-ce qu'il y a matière à nourrir un quelconque optimisme sur cette question-là? Et est-ce que vous avez une recette, si tant est que ça puisse exister, pour orienter nos sociétés vers des temps meilleurs où nous pourrions voir décroître cette violence qui, comme vous l'avez rappelé, ne cesse de grandir? Non, je n'ai pas cette prétention. Je n'ai d'ailleurs même pas la prétention de diminuer les violences. J'ai la prétention d'empêcher qu'elles continuent à augmenter. Ça serait déjà un joli but. Mais je pense que la première chose, c'est de nous présenter nous-mêmes à certains moments comme victimes de ce qui se passe et de témoigner sans arrêt et de démonter cette mécanique. Et c'est aussi pour ça que je tiens beaucoup à prendre en charge les agresseurs pour qu'ils aient un meilleur destin dans leur vie et prendre en charge les victimes pour garder tout le temps à l'esprit ce qui s'est passé dans la réalité. Voilà, ce n'est pas une conclusion très élevée, mais je crois qu'individuellement ou par petits groupes, nous devons témoigner, et puis ce n'est pas perdu. Pour moi, ce n'est pas perdu. Alors, avant que Gérard tu ne conclue, nous avons quand même une question de Muriel Fabre-Magnan. Et donc, je voudrais l'inviter à prendre la parole pour poser sa question, puisque j'ai dit que c'était possible de le faire. Donc, puisque nous en avons une, allons-y. Merci beaucoup et je vous prie tous de bien vouloir m'excuser, mais je ne peux pas mettre ma caméra parce que c'est dans des conditions acrobatiques un petit peu que je suivais avec grand plaisir ce séminaire, comme toujours très éclairant de la part de Monsieur Berger. D'ailleurs, ce qu'il dit, son excellente phrase à la fin sur « pour interdire, il faut avoir une certaine estime de soi ». Pardon, je me présente, je suis juriste, professeur de droit à l'Université de Paris 1. Et pour interdire, il faut avoir une certaine estime de soi. Ça va très bien pour l'État aussi, en réalité, parce qu'il manque à l'État cette confiance et cette estime qui lui permet de tenir les propos qui, à mon sens, vous le dites très justement, voilà. Alors ma question, oui, je me sens quand même un tout petit peu interpellée par ça et j'aimerais vraiment comprendre. J'avais cru que chez ces jeunes, le fait d'aller en prison était un titre de gloire et qu'en plus, il y avait un risque de radicalisation. Donc, est-ce que vraiment vous pensez que c'est la solution opportune? Et sinon, qu'est-ce que vous entrevoyez? Et encore, merci beaucoup pour votre conférence. C'est compliqué. La question, ce n'est pas la prison en elle-même, c'est qu'est-ce qu'on y propose et quelle est la qualité de la prison. Tant qu'il n'y a pas d'encellulement individuel, oui, il y a les risques que vous désignez. Tant que les établissements pénitentiaires pour mineurs demeurent pour certains, mais attention, il faut voir, hein, pour certains, de véritables passoires pour le trafic de cannabis et d'alcool, on peut se poser des questions. Donc, c'est la qualité de ce qui va y être proposé. Ensuite, alors un exemple, un médecin de mon service qui était praticien hospitalier est parti du service pour aller au quartier pour mineurs de la prison centrale de Toulon. Donc c'est déjà dur, hein. Il faut avoir fait des choses très graves pour être en quartier pour mineurs. Et c'est une très très bonne psychothérapeute. Elle a eu des résultats étonnants parce que ces sujets étaient contenus par la prison. Et ce dont ont témoigné le directeur de la prison, les gardiens et les juges que j'ai rencontrés, c'était qu'il y avait eu un calme dans l'établissement pénitentiaire qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Mais cette collègue m'a dit qu'elle n'avait jamais utilisé autant de Kleenex de sa vie, parce que les émotions pouvaient apparaître. Par ailleurs, il y a plusieurs magistrats. Alors, c'est l'intérêt d'être aussi à l'École nationale de la magistrature. Comme vous le devinez, certains magistrats ne sont pas d'accord avec moi. D'autres, au contraire, expliquent qu'ils mettent en place assez vite. Il y en a une qui m'a dit, moi j'ai décidé de ne pas respecter la loi telle qu'elle, des peines courtes de 15 jours pour arrêter les passages à l'acte. Et donc, la parole ne suffit pas, ça va être matérialisé. Et il y a beaucoup de jeunes qui, après une peine courte, et puis il y a le sursis, hein, qui est l'épée de Damoclès, mais qui, après une peine courte, à ce moment-là, débute le travail éducatif, en centre éducatif renforcé, etc., parce qu'il y a eu ce temps-là. Et des jeunes qui lui ont écrit pour les remercier. Et il y a vraiment eu plusieurs magistrats qui m'ont fait part de cette utilisation. Donc, ce n'est pas la prison à tout va, c'est quelle qualité il y aura. Et à contrario,
une juge qui m'a expliqué que la justice des mineurs était la justice la dernière heure de la dernière année. C'est-à-dire tout d'un coup, à 17 ans, 364 jours, monsieur, vous changez de régime. Et une juge d'instruction avait comme ça, m'a dit à l'École nationale d'administration, un mineur qui avait des pages entières de délits, mais des délits extrêmement importants. Et 18 ans, quelques jours, il fait un délit, et elle lui dit, monsieur, vous allez en prison. Il dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas, jusqu'à présent, je n'ai jamais été en prison. Et, et rien n'a laissé trace de toutes les rencontres judiciaires qu'il a eues, parce que ça n'a pas été matérialisé. Donc là encore, c'est pas prison, la prison en soi, ça peut ne servir à rien. C'est ce que j'ai dit. Et puis je ne suis pas naïf. Il y a des jeunes déjà structurés d'une telle manière que quoi qu'on fasse, ils continueront. Mais n'empêche qu'on prive de chance quand on ne met pas en place des dispositifs contenants qui peuvent avoir lieu aussi en hôpital psychiatrique, comme je vous l'ai dit, accompagnés d'une écoute très pointue, très adéquate. C'est compliqué de prendre en charge ces jeunes qui ont du mal à penser, etc. Mais on a la preuve qu'on peut avoir des résultats. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup. Merci, docteur Berger. Gérard, le mot de la fin et la présentation de notre 6e atelier républicain au mois de janvier. Le mot de la fin, c'est que d'une part, il faut que l'on soit très attentif et très vigilant aux mentalités et aux enjeux culturels profonds de nos sociétés contemporaines, et qu'il se passe là un démembrement, un délitement et un effondrement dont toutes les manifestations qu'on a pu observer avec nos collègues qui sont venus intervenir dans les ateliers précédents sont témoins, et c'est une vraie crise. Donc, je pensais à ce que venait de dire Maurice Berger. Je pensais à une phrase, une remarque phénoménologique de Merleau-Ponty qui disait, qui disait plutôt pour saluer un peu 68 à l'époque, il disait que c'était au nombre, en gros, je résume, c'était au nombre de cars de police qu'il y avait dans la rue qu'on voyait l'effacement des polices dans les têtes. Le problème aujourd'hui, c'est que il faut redonner du contenant dans les têtes. Et s'il faut en passer par la case prison, si ce n'est pas seulement une case d'enfermement et de chosification, mais d'un substitut de contenant qui ne se trouve pas ailleurs, eh bien, il faut en passer par là. Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Maintenant, pour ce qu'il en est de notre atelier prochain, donc ça sera le 18 janvier. Ça sera avec Alain Bentolila, qui est linguiste, qui est professeur à l'université René Descartes et qui a consacré sa vie à décrire le langage en général, le français en particulier, et surtout à combattre l'illettrisme. Voilà. Et il reviendra sur un des axes éthico-éducatifs de son travail qui viendra s'ajouter à ce que nous avons fait avec Jean-François Bronstein et aujourd'hui avec Maurice Berger, le verbe contre la barbarie. Très bien. Merci à tous. Je viens de voir passer de Jean-Pierre Ben-Simon une question: quel est l'impact de la salafisation sur ces jeunes délinquants obéissant à la règle du clan? Une question à laquelle nous pourrons répondre la prochaine fois, puisque nous essayons de tenir un horaire acceptable pour tout le monde, mais la question est là et nous y répondrons le moment venu. Merci à tous d'avoir participé à ce 5e atelier républicain. Parlez-en autour de vous, recrutons quelques amis. Ça n'a pas vocation à être une réunion de 300 personnes, mais si on peut gagner du public intéressé et fidèle, nous y sommes évidemment totalement favorables. Hanouka Sameach, bonne semaine, Shavua Tov, et rendez-vous en janvier pour le 6e atelier républicain. Merci à tous. Merci à Maurice Berger d'avoir été avec nous ce soir. Merci, monsieur. Au revoir.